Cette fille boursière croit qu'elle joue à la soldate. Savannah Blake se moqua de la combinaison de vol trop grande de Keisha. Quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas une soirée déguisée. Les étudiants riches pointèrent du doigt et murmuraient au sujet de la fille noire. Sa famille de banlieue a sûrement trouvé ça chez Emmaüs. Ils n'avaient aucune idée qu'un bombardier à 2 milliards de dollars arrivait droit sur eux. Avant de nous plonger dans cette histoire forte de courage et d'honneur, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Cette histoire vous touchera droit au cœur et vous rappellera que les héros sont parmi nous. Bonne lecture. Le bus scolaire jaune quitta la Whitmore Academy, laissant Keisha Williams, 17 ans, seule dans la cour pavée. Sa combinaison de vol militaire pendait sur son petit corps, le tissu vert olive portant encore la légère odeur de l'eau de Cologne de son père. Les bottes en cuir étaient trop grandes, mais elle avait bourré les orteils avec du papier de soie pour les ajuster. Cela faisait exactement 1 an aujourd'hui que le lieutenant-colonel Marcus Williams était mort en Irak. Le 8 mars, une date qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Porter son uniforme était la seule façon pour Keisha de se sentir proche de lui. Les insignes sur la poitrine reflétèrent la lumière du soleil matinal. USAF en lettres majuscules, Williams brodé en dessous et les ailes argentées de pilote que son père avait gagnées après des années d'entraînement. Les élèves qui passèrent devant elle la regardaient et chuchotaient, leurs sacs à dos coûteux et leurs uniformes impeccables donnant à Keisha l'impression de porter un costume pour un dîner officiel. La Whitmore Academy n'était pas son monde. Les bâtiments gothiques, les pelouses impeccables, les élèves qui conduisaient des voitures plus chères que la plupart des maisons. Rien de tout cela ne lui semblait réel. Il y a 2 mois, elle fréquentait une école publique à Detroit, entourée d'enfants qui comprenaient sa vie. Elle se trouvait maintenant ici parce que sa mère avait épousé le docteur Robert Patterson, un homme gentil mais discret qui avait réussi à obtenir une bourse partielle pour Keisha. Les plaques d'identité suspendues sous sa combinaison de vol touchaient sa poitrine à chaque respiration, le métal froid contre sa peau chaude. Son père les lui avait donnés lors de sa dernière permission, lui disant de les garder précieusement jusqu'à son retour. Il n'était jamais revenu. La première sonnerie retentit, résonnant sur les murs de pierre. Les élèves se mirent en route vers le bâtiment principal, leur conversation se mêlant au bruit des chaussures de luxe sur les pavés. Keisha serra sa combinaison de vol autour de ses épaules et les suivit à l'intérieur, emportant avec elle le souvenir de son père à chaque pas. Ce que ces élèves privilégiés ignorent, c'est que leur vie est sur le point de basculer. Le sol en marbre de la Whitmore Academy était froid sous les bottes trop grandes de Keisha. Chaque pas semblait trop bruyant, alors qu'elle se dirigeait vers la salle où se déroulait son premier cours. Les élèves se retournaient pour la regarder, interrompant leur conversation à son passage. « Pour qui se prend-elle » murmura Savannah Blake, la pom-pom girl en chef aux cheveux blonds parfaits. Son père était le sénateur Blake de Géorgie, et tout le monde à Whitmore le savait. Elle se tenait avec 3 autres filles, toutes portant des bijoux coûteux et des sacs de créateurs qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. « Peut-être qu'elle croit que c'est Halloween », rit Chad Thornton en ajustant sa cravate en soie. Sa famille était propriétaire de la Thornton Banking, qui possédait des succursales dans toute la Nouvelle-Angleterre. Le quarterback regardait Keisha comme si elle était une plaisanterie ambulante. Keisha gardait la tête haute, se rappelant les mots de son père dans sa dernière lettre. « Ne leur montre jamais que tu es brisée, princesse. Tiens-toi droite et comporte-toi avec fierté. » Les plaques d'identité sous son uniforme touchaient à sa poitrine à chaque pas, lui rappelant pourquoi elle portait cette combinaison de vol aujourd'hui. Dans son ancienne école à Détroit, les élèves venaient de familles de militaires. Ils comprenaient le sacrifice et le service. Ici, à Whitmore, ces enfants n'avaient jamais connu de véritables difficultés. Leur plus gros problème était d'entrer dans la bonne université ou d'avoir le dernier iPhone. Le professeur Wellington se tenait devant la classe d'histoire lorsque Keisha entra. Il regarda son uniforme et fronça les sourcils, ses lunettes épaisses reflétant la lumière du matin qui passait par les hautes fenêtres. Cet homme enseignait à Whitmore depuis 30 ans et croyait en le maintien de normes appropriées. « Mademoiselle Williams, dit-il lentement, en s'assurant que toute la classe pouvait l'entendre, pourriez-vous expliquer votre choix vestimentaire à la classe? Nous avons un code vestimentaire ici. » 20 paires d'yeux se posèrent sur Keisha.
Certains élèves souriaient, attendant qu'elle soit embarrassée. D'autres la regardaient simplement, curieux de découvrir cette fille qui osait être différente dans leur école parfaite. Keisha avait la gorge sèche, mais elle trouva sa voix. Elle appartenait à mon père. Il était pilote dans l'armée de l'air. Le professeur Wellington acquiesça brièvement, mais ne dit rien de plus, désapprouvant clairement ce qu'il considérait comme un comportement visant à attirer l'attention. La cruauté ne fait que commencer. Le laboratoire de chimie sentait les produits d'entretien et les vieux manuels scolaires. Keisha choisit une place au dernier rang, espérant éviter les regards. La combinaison de vol de son père lui semblait lourde aujourd'hui, comme une armure trop grande pour son corps. Les autres élèves occupèrent les tables du laboratoire par groupes de 2 ou 3. Personne ne s'assit près de Keisha. Elle ouvrit son livre de chimie et essaya de se concentrer sur les équations moléculaires, mais des chuchotements continuaient de parvenir à ses oreilles. « Elle porte encore cette tenue ridicule », dit Ashley Cooper, la fille du juge fédéral Cooper. « Elle n'a pas de vêtements normaux. Peut-être que sa famille n'en a pas les moyens, » répondit Madison Rothschild, dont le nom de famille était imprimé sur tous les bâtiments du Connecticut. « J'ai entendu dire qu'elle était ici grâce à une bourse d'études caritatives parce que sa mère a épousé ce médecin. » Keisha toucha l'écusson Top Gun sur son épaule. Son père l'avait cousue là en plaisantant, disant qu'elle serait la prochaine grande pilote de la famille. À l'époque, cela l'avait fait rire. Aujourd'hui, c'était comme si elle emportait une partie de lui partout où elle allait. Madame Henderson, la professeure de chimie, commença à expliquer les liaisons chimiques. Keisha essaya de prendre des notes, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers les souvenirs de son père, l'aidant à faire ses devoirs à la table de la cuisine à Détroit. Il avait le don de rendre tout possible, même lorsque la vie était devenue difficile, après que le premier mari de sa mère les avait quittés. « Ton papa est un vrai héros », lui avait dit sa mère après les funérailles. « Ne l'oublie jamais, ma chérie. » À la pause déjeuner, les élèves se précipitèrent dehors pour retrouver leurs amis et échanger les dernières nouvelles. Keisha resta derrière, faisant semblant de ranger ses notes. Le laboratoire vide lui semblait paisible, comparé au couloir bondé, où toutes les conversations semblèrent la concerner. Elle sortit une photo de son sac à dos, son père en combinaison de vol, debout à côté d'un énorme avion gris. Il avait le sourire confiant et fier, le même sourire qu'il avait lorsqu'il lui apprenait à conduire ou l'aidait à remplir ses dossiers d'inscription à l'université. « Tu me manques, papa », murmura-t-elle dans la pièce vide. « J'aimerais que tu sois là pour me dire quoi faire. » Le pire était encore à venir. Le cours d'éducation physique avait lieu dans le tout nouveau gymnase de Whitmore, avec son parquet ciré et ses équipements qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Keisha enfila sa tenue de sport, mais garda les plaques d'identité de son père sous son t-shirt. Le match de volley-ball commença normalement, mais Brice Morrison avait d'autres plans. Son père était propriétaire de Morrison Oil, une entreprise pétrolière qui couvrait tout le Texas, et Brice pensait que cela le rendait intouchable. Chaque fois que Keisha bougeait pour frapper le ballon, il faisait le bruit d'un avion. « Vroom! Voici Top Gun !» criait-il, faisant rire ses coéquipiers. « Attention, elle va s'écraser sur le filet. » Madame Henderson, la prof de sport, faisait semblant de ne pas entendre. La famille Morrison avait fait un don pour le nouveau complexe sportif, et tout le monde savait qu'il valait mieux ne pas contrarier les grands donateurs. Keisha essayait d'ignorer les commentaires et de se concentrer sur le match, mais lorsque la balle arriva vers elle, ses mains tremblaient de colère et d'humiliation. Elle rata un tir facile et envoya la balle dans les gradins. « Tu ferais mieux de t'en tenir à voler », lança Brittany Ashworth, dont le père était l'ambassadeur Ashworth. « Oh, attends, tu ne sais probablement même pas faire ça. Je parie que tu n'as jamais mis les pieds dans un vrai avion. » Les autres élèves ont ri encore plus fort. Certains ont sorti leur téléphone pour filmer la scène. Keisha sentait ses joues brûler de honte et de rage, mais elle refusait de leur donner la satisfaction de la voir pleurer. « Tu sais quoi ?» a dit Ashley Cooper en s'approchant du filet. « Je pense que tu devrais retourner d'où tu viens. Ce costume de militaire, c'est vraiment pathétique. » Elle a prononcé ces mots lentement, en s'assurant que tout le monde puisse les entendre. La façon dont elle avait dit « d'où tu viens » indiquait clairement qu'elle ne parlait pas seulement de Détroit. Il s'agissait de race, de classe sociale, de tout ce qui rendait Keisha différente de leur monde privilégié. Keisha serra les poings,
les écussons de sa combinaison de vol semblant brûler contre sa peau. Ces adolescents gâtés se moquaient de quelque chose de sacré. L'uniforme de son père, son service, son sacrifice. Le moment le plus cruel était sur le point de commencer. La cafétéria de Whitmore ressemblait à un restaurant chic, avec ses lustres en cristal suspendus au plafond et ses tables en bois qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Les élèves mangeaient des plats préparés par des chefs professionnels tout en discutant de leurs projets pour le week-end dans les Hamptons et à Martha's Vineyard. Keisha prit son plateau repas et chercha une table libre. Elle voulait juste manger en paix, mais Savannah Blake avait d'autres plans. La fille du sénateur s'approcha avec son groupe d'amis, leurs chaussures de marque claquant sur le sol en marbre poli. « Tiens, tiens !» annonça Savannah, son accent du sud dégoulinant d'une fausse douceur. « Regardez qui joue encore à se déguiser. » Madison Rothschild gloussa derrière sa main manucurée. « Sérieusement, quand est-ce que cette fête costumée va se terminer ?»« En fait, » continua Savannah, appréciant l'attention des tables voisines, « je trouve ça un peu triste, comme quand les petits-enfants font semblant d'être des super-héros, sauf qu'elle a 17 ans. » Les élèves des tables voisines arrêtèrent de manger pour regarder. Certains sortirent leur téléphone, prêts à filmer ce qui allait se passer. Keisha sentit des centaines de regards posés sur elle, mais elle resta silencieuse, serrant plus fort son plateau repas. « Tu sais, ma chérie, » dit Savannah en élevant la voix, « tout ce fantasme militaire devient vraiment embarrassant. Tu devrais peut-être essayer de t'habiller comme si tu étais vraiment à ta place ici. » Elle fit une pause dramatique, s'assurant que tout le monde dans la cafétéria l'écoutait. « Je veux dire, où as-tu trouvé ce costume? Dans un magasin de surplus militaire à Détroit ?» Le mot « Détroit » était prononcé avec un dégoût évident, chargé de préjugés raciaux et sociaux. Les autres élèves ricanèrent, se nourrissant de la cruauté de Savannah. Keisha serrait son plateau si fort que ses jointures étaient blanches. « Ce n'est pas un costume. »« Oh, je t'en prie, » ricana Savannah en rejetant ses cheveux blonds en arrière. « Tout le monde sait que tu es ici grâce à la charité, parce que ta mère s'est mariée bien. Ta vraie famille n'a probablement jamais eu $2 à se mettre dans la poche. » Les mots les plus dévastateurs étaient sur le point d'être prononcés. Keisha se leva lentement, la combinaison de vol de son père lui semblant plus lourde que jamais. La cafétéria était complètement silencieuse, attendant de voir ce qui allait se passer. Savannah souriait, pensant avoir remporté une nouvelle bataille dans sa guerre pour la domination sociale. « Tu ne sais rien de moi ni de ma famille, » dit Keisha d'une voix ferme, mais les mains tremblantes. Savannah rejeta ses cheveux blonds en arrière, se nourrissant de l'attention de ses camarades privilégiés. « Oh, ma chérie, je sais exactement qui tu es. Tu es une assistée qui essaie de s'intégrer là où tu n'as pas ta place. » Elle s'approcha de Keisha, sa voix devenant plus cruelle à chaque mot. « Et tout ce numéro de militaire? Je t'en prie, ton père n'a probablement jamais servi dans l'armée. Tu inventes tout ça pour attirer l'attention, parce que tu veux désespérément être spécial. » Ces mots frappèrent Keisha comme des coups physiques. Les élèves autour d'elle levèrent leur téléphone pour enregistrer chaque seconde de ce qu'ils pensaient être une destruction sociale totale. « Et ensuite, » continua Savannah, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude malveillante, « tu vas nous raconter une histoire inventée sur ton papa qui était une sorte de héros de guerre. » Elle fit une pause pour maximiser l'effet, son sourire cruel s'élargissant. « Tu devrais peut-être appeler ton papa pilote pour qu'il vienne te sauver de ces méchantes filles. Oh, attends !» Elle fit semblant de regarder autour d'elle de manière théâtrale. « Je ne le vois nulle part. Où est-il, ma chérie? Il joue aux soldats quelque part. » Toute la cafétéria regardait maintenant, même les élèves assis aux tables les plus éloignées. La cruauté atteignait des niveaux qui choquaient même certains des amis de Savannah. Keisha sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant ces gens qui ne comprendraient jamais ce que signifiait une véritable perte. « Il est mort », murmura Keisha d'une voix à peine audible. Savannah ne l'entendit pas ou choisit de l'ignorer. « Qu'est-ce que tu as dit? Parle plus fort, princesse. Raconte à tout le monde qui est ton papa pilote imaginaire. » Soudain, quelque chose commença à se former à l'extérieur de l'école, un bruit que la Whitmore Academy n'avait jamais entendu auparavant. Tout était sur le point de changer à jamais. Un grondement profond et puissant se fit entendre au loin, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. Ce n'était pas le bruit d'un avion ordinaire, c'était quelque chose de beaucoup plus intense, une vibration à basse fréquence
qui semblait faire trembler les fondations même du bâtiment. Les élèves regardaient autour d'eux perplexes, tandis que la vaisselle s'entrechoquait sur les tables. Les lustres en cristal se balançaient d'avant en arrière et certains des élèves les plus âgés hurlaient en sentant le sol vibrer sous leurs pieds. « Qu'est-ce que c'est » cria Chad par-dessus le bruit croissant, le visage pâle de peur. À travers les hautes fenêtres de la cafétéria, il pouvait voir une forme sombre approcher dans le ciel. Mais cela ne ressemblait à aucun avion que la plupart de ses élèves privilégiés aient jamais vu. Il s'agissait d'un bombardier furtif, B-2 Spirit, l'un des avions militaires les plus avancés et les plus coûteux au monde. Sa forme triangulaire semblait fendre le ciel comme dans un film de science-fiction. Avec ses angles vifs et son revêtement gris foncé, le B-2 ressemblait davantage à un vaisseau spatial extraterrestre qu'à un avion conventionnel. Le directeur Morrison se précipita dans la cafétéria, le visage trahissant qu'il savait exactement ce qui se passait. Il avait reçu un appel ce matin-là, l'informant d'une visite militaire spéciale en l'honneur d'un élève, mais il n'aurait jamais imaginé que cela prendrait une telle ampleur. L'énorme bombardier survola la Whitmore Academy dans un vol cérémoniel, ses 4 moteurs produisant un bruit qui pénétrait chaque mur et chaque fenêtre du bâtiment centenaire. Les élèves se pressaient contre les fenêtres, leurs téléphones à la main, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Mais le B-2 n'en avait pas fini. Au lieu de s'éloigner, l'avion a commencé à faire demi-tour, s'approchant du terrain de football de l'école. Ce qui s'est passé ensuite était presque impossible à croire. Le bombardier le plus avancé au monde s'apprêtait à atterrir dans leur école. Savannah Blake était figée, ses paroles cruelles à propos du père de Keisha lui semblant soudain très différentes. Chad Thornton avait l'air mal en point, se souvenant de toutes ses blagues sur le fait de jouer aux soldats. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, et toutes les personnes présentes dans la cafétéria savaient que cela avait un rapport avec la jeune fille silencieuse en combinaison de vol. L'impossible était sur le point de devenir réalité. Le B-2 Spirit s'approcha du terrain de football de la Whitmore Academy avec une précision qui semblait défier les lois de la physique. L'avion triangulaire, d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, descendit vers la pelouse parfaitement entretenue, comme un gigantesque oiseau de proie métallique. Les élèves et les professeurs se pressaient à toutes les fenêtres donnant sur le terrain, regardant avec émerveillement l'un des 21 bombardiers B-2 existants se préparer à atterrir dans leur école privée. La technologie furtive de l'avion le rendait presque invisible au radar, mais sa présence au-dessus du Connecticut n'avait rien de discret. Le bombardier toucha le terrain de football avec une précision incroyable, son train d'atterrissage se posant exactement sur la ligne des 50 yards. Les moteurs réduisirent progressivement leur puissance, mais l'avion semblait toujours dégager une aura de force à peine contenue. Le directeur Morrison traversa le terrain en courant vers l'avion, son costume coûteux semblant complètement déplacé à côté de la technologie militaire la plus avancée au monde. Il avait été informé de la visite, mais voir un B-2 Spirit sur son terrain de football était tout de même impressionnant. La trappe de l'équipage s'ouvrit dans un sifflement mécanique et des silhouettes en uniforme militaire commencèrent à apparaître. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Leurs uniformes indiquaient qu'ils faisaient partie des membres les plus élitistes de l'armée de l'air. La première personne à sortir était une femme d'une 50aine d'années, et même depuis les fenêtres de la cafétéria, tout le monde pouvait voir qu'elle inspirait un respect absolu. Il s'agissait du major général Patricia Hayes, commandant de la 509e escadre de bombardiers, l'un des postes les plus puissants de l'armée de l'air américaine. Derrière elle venaient d'autres officiers, chacun portant des objets cérémoniels, un drapeau américain plié et manipulé avec un soin respectueux, et un coffret en bois qui semblait capter et refléter la lumière de l'après-midi. Dans la cafétéria, Savannah Blake était devenue complètement blanche. Ses mains tremblaient alors qu'elle se rappelait chaque mot cruel qu'elle avait prononcé à propos du père de Keisha. Chad Thornton semblait sur le point de s'évanouir, ses blagues sur le service militaire lui apparaissant soudain comme les pires erreurs de sa vie. Le bombardier le plus avancé au monde était venu à l'Académie Whitmore, pour une raison bien précise, et tout le monde commençait à comprendre ce que cela signifiait. La vérité était sur le point d'être révélée. Le major général Hayes marcha jusqu'au centre du terrain de football avec l'assurance de quelqu'un qui avait commandé des milliers de soldats dans des zones de combat à travers le monde.
Ses assistants installèrent rapidement un système de sonorisation militaire portable, du type utilisé pour les cérémonies au cimetière national d'Arlington. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna avec une clarté cristalline dans tout le campus de l'Académie Whitmore. C'était la voix de l'autorité absolue, celle d'une personne habituée à être obéie sans discussion par certaines des personnes les plus disciplinées au monde. « Étudiants et professeurs de l'Académie Whitmore », commença-t-elle d'une voix précise et autoritaire. « Je demande la présence immédiate de Keisha Williams sur le terrain de football. » L'annonce frappa la cafétéria comme un coup de tonnerre. Tout le monde se retourna pour regarder Keisha, qui se tenait immobile à côté de son plateau repas. La combinaison de vol qui avait fait d'elle la cible de blagues cruelles semblait soudain très différente dans le contexte d'un bombardier B-2 Spirit et d'une générale de division. Savannah Blake resta bouche bée, sous le choc. Ses paroles cruelles à propos de l'appel à son père semblaient désormais être la plus grande erreur de sa vie privilégiée. Chad Thornton s'agrippa au bord d'une table pour se stabiliser, le visage verdissant lorsqu'il réalisa l'ampleur de ce qu'il avait fait. Tout autour de la cafétéria, les élèves qui avaient passé la matinée à se moquer de l'uniforme de Keisha la regardèrent maintenant avec des expressions de terreur et d'incrédulité. Ils s'étaient moqués de quelqu'un qui était apparemment lié au plus haut niveau de l'armée américaine. Les professeurs chuchotaient frénétiquement entre eux, essayant de comprendre ce qui se déroulait sous leurs yeux. Le principal Morrison était au courant de la visite militaire, mais même lui semblait stupéfait par l'ampleur dramatique de la situation. Keisha elle-même semblait incapable de bouger. La fille, qui avait été traitée comme une paria toute la matinée, était soudainement devenue la personne la plus importante de l'une des écoles les plus prestigieuses d'Amérique. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir la garde d'honneur former des lignes parfaites sur le terrain de football. Ce n'étaient pas des militaires ordinaires. Leurs uniformes et leur attitude cérémonielle indiquaient qu'il s'agissait de troupes d'élite qui n'apparaissaient que lors des occasions les plus importantes. Le major général Hayes attendait avec une patience militaire, mais sa posture indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un ordre donné par l'une des femmes les plus puissantes des forces armées. Le moment de vérité était arrivé. Keisha commença son chemin à travers la Whitmore Academy en direction du terrain de football, et à chaque pas, l'atmosphère autour d'elle se transforma complètement. Les élèves qui avaient été cruels avec elle toute la matinée se pressaient maintenant contre les murs, créant un passage empreint de respect et de crainte. Ses bottes militaires produisèrent désormais un son différent sur le sol en marbre, non pas maladroit ou cherchant à attirer l'attention, mais déterminé et digne. Chaque pas semblait résonner du poids de quelque chose de bien plus important que les jeux sociaux des adolescents. Chad Thornton ne pouvait même pas la regarder passer, le visage enfoui dans ses mains, réalisant qu'il s'était moqué de la fille d'une personne suffisamment importante pour faire venir un bombardier B-2 dans leur école. Savannah Blake était figée à l'entrée de la cafétéria, regardant la fille qu'elle avait tourmentée passer devant elle avec une grâce tranquille. Les professeurs sortirent de leur salle de classe, attirés par l'agitation sans précédent et la présence continue du bombardier furtif sur leur terrain de football. Même les éducateurs les plus expérimentés, qui avaient vu défiler des décennies d'élèves et d'innombrables événements scolaires, semblaient stupéfaits par ce qui se déroulait sous leurs yeux. À travers les hautes fenêtres qui bordèrent le couloir principal de Whitmore, Keisha pouvait voir la cérémonie militaire prendre forme à l'extérieur. La garde d'honneur avait formé des rangs parfaits, leurs uniformes impeccables malgré le vent provenant des moteurs de refroidissement du bombardier. Le général Hayes se tenait au centre, projetant l'autorité que confère le commandement de systèmes d'armement valant des milliards de dollars et la prise de décision vitale à l'échelle mondiale. Les objets cérémoniels, le drapeau plié et le coffret en bois, étaient disposés sur une petite table installée avec une précision militaire. Lorsque Keisha atteignit la porte menant au terrain de football, elle s'arrêta un instant. Derrière elle se trouvaient 2000 étudiants et membres du corps enseignant qui étaient sur le point d'apprendre une vérité qui allait changer leur vision du monde. Devant elle se déroulait une cérémonie qui allait honorer la mémoire de son père d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Elle toucha une dernière fois les plaques d'identité sous la combinaison de vol de son père, sentant le métal froid qui la reliait à son sacrifice. Puis elle poussa la porte et sortit,
où les plus hauts responsables militaires du pays l'attendaient spécialement. La révélation ultime est sur le point de commencer. Le major général Hayes se plaça au centre du terrain de football, sa voix résonnant avec une clarté parfaite grâce au système de sonorisation militaire dans tous les coins du campus de la Whitmore Academy. 2000 étudiants et membres du personnel enseignant écoutaient dans un silence absolu. Il y a un an aujourd'hui, le 8 mars, le lieutenant-colonel Marcus Williams a fait le sacrifice ultime au service de son pays en Irak, commença-t-elle. Ces mots frappèrent Keisha comme une force physique, mais elle resta au garde-à-vous, comme son père le lui avait appris. La foule immense qui regardait par les fenêtres et les portes commença à comprendre qu'elle assistait à un événement historique. Ce n'était pas une assemblée scolaire ou un événement publicitaire, mais une cérémonie militaire en l'honneur d'un héros américain tombé au combat. Le lieutenant-colonel Williams était l'un des premiers pilotes afro-américains certifiés pour piloter le bombardier furtif B-2 Spirit, a poursuivi le général Hayes en désignant l'avion derrière elle. Le même type d'avion qui nous a amenés ici aujourd'hui pour honorer sa mémoire. Keisha sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. L'histoire de son père était enfin racontée à des gens qui en comprendraient la véritable signification. Lors de sa dernière mission, le colonel Williams a piloté son B-2 au-dessus du territoire ennemi pour évacuer 50 civils, dont 23 enfants, d'un hôpital bombardé à Bagdad, a annoncé la générale d'une voix forte et claire. Les élèves qui regardaient depuis le bâtiment scolaire étaient désormais complètement silencieux. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler d'un véritable acte héroïque auparavant. Ils vivaient dans un monde où les plus grands défis étaient les candidatures à l'université et les drames sur les réseaux sociaux. Lorsque des missiles solaires ennemis ont gravement endommagé son avion, le lieutenant-colonel Williams aurait pu s'éjecter et sauver sa vie, a déclaré la générale Hayes, marquant une pause pour laisser ses mots faire leur effet. Au lieu de cela, il est resté aux commandes pour s'assurer que chaque civil soit évacué en toute sécurité de la zone de combat. Derrière la générale, la garde d'honneur se tenait immobile, le respect pour le pilote tombé au combat se lisant dans chaque ligne de leur posture. Le colonel Williams est mort dans l'accident qui a suivi, mais ses actions ont sauvé 50 vies innocentes ce jour-là. Aujourd'hui, nous rendons hommage à son sacrifice ultime. La cérémonie d'honneur est sur le point de commencer. Le major général Hayes s'approcha de la table d'apparat où reposait un coffret en bois ouvert, révélant une médaille qui semblait capter et amplifier la lumière de l'après-midi. Il s'agissait de la Distinguished Flying Cross, avec feuille de chêne, l'une des plus hautes distinctions pour héroïsme au combat aérien. Aujourd'hui, nous remettons à Keisha Williams cette Distinguished Flying Cross, décernée à titre posthume à son père pour son héroïsme extraordinaire au combat contre un ennemi des États-Unis, annonça le général avec une dignité solennelle. Elle souleva délicatement la médaille de son écrin doublé de velours et s'approcha de Keisha. La combinaison de vol que les élèves avaient moqué et ridiculé toute la matinée recevait désormais l'une des plus prestigieuses distinctions militaires américaines. Le lieutenant-colonel Williams incarnait les valeurs les plus élevées du service militaire, le courage, le sacrifice et l'engagement envers une cause qui le dépassait, déclara le général Hayes en épinglant la médaille sur l'uniforme du père de Keisha. La foule d'élèves qui assistait à la cérémonie depuis la Whitmore Academy se mit à applaudir, mais ce n'étaient pas les applaudissements informels d'un événement scolaire. C'était quelque chose de plus profond et de plus respectueux, le genre d'applaudissements réservé aux moments qui transcendent l'expérience ordinaire et touchent quelque chose de sacré. Des élèves qui n'avaient jamais pensé à s'engager dans l'armée se retrouvèrent en larmes. Des enseignants qui avaient présidé des dizaines de remises de diplômes et de cérémonies se tenaient debout, impressionnés par quelque chose de complètement inédit dans leur expérience. Le général Hayes a ensuite soulevé le drapeau américain plié qui se trouvait sur la table de cérémonie. Ce drapeau a flotté au-dessus de la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, où votre père était stationné avant sa dernière mission. Il a été mis en berne en son honneur le jour de sa mort. Elle a placé le drapeau plié en triangle dans les mains de Keisha, avec le soin respectueux réservé aux objets sacrés. Le drapeau semblait plus lourd que Keisha ne l'avait imaginé, chargé de sens et de la gratitude d'une nation. Votre père est mort en protégeant des innocents qu'il n'avait jamais rencontrés, a poursuivi le général. Des enfants qui grandiront grâce à son sacrifice,
Des familles qui sont restées unies grâce à son courage. Dans le bâtiment de l'école, Savannah Blake se tenait à une fenêtre, le visage baigné de larmes. Ses paroles cruelles à l'égard du père de Keisha brûlant désormais dans sa mémoire comme de l'acide. Le moment final de l'hommage approchait. Lorsque la cérémonie s'est terminée par un moment de silence qui a semblé durer une éternité, l'atmosphère à la Whitmore Academy avait changé à jamais. Les élèves qui avaient passé la matinée à tourmenter Keisha comprenaient désormais qu'ils avaient été cruels envers la fille d'un véritable héros américain. Chad Thornton fut le premier à s'approcher d'elle alors qu'elle retournait vers le bâtiment, le visage baigné de larmes et la voix tremblante. « Keisha, commença-t-il avant de s'interrompre complètement. Comment s'excuser d'avoir fait des bruits d'avion pour se moquer de quelqu'un dont le père était mort en sauvant des enfants? Ton père était un vrai héros, un vrai pilote. Je ne savais pas. Je suis désolé, mais cela ne suffit pas pour te rendre justice. » Keisha le regarda longuement, ne voyant pas le tyran privilégié qui l'avait tourmenté, mais un garçon de 17 ans qui venait d'apprendre une leçon dévastatrice sur les conséquences et le respect. « Tu as vu quelqu'un de différent et tu as décidé que cela faisait de moi une cible, » dit-elle doucement, sa voix portant un poids qui fit se pencher tous ceux qui l'écoutaient. « La prochaine fois, réfléchis à ce que tu ne sais pas avant de décider de faire du mal à quelqu'un. » Savannah Blake s'approcha à son tour, sa confiance habituelle complètement brisée. La fille qui avait régné sur la hiérarchie sociale de Whitmore avec une arrogance cruelle semblait désormais petite et brisée. « Keisha, les choses que j'ai dites sur ton père… » La voix de Savannah se brisa complètement. « J'ai plaisanté en disant que j'allais l'appeler. J'ai dit qu'il n'existait pas. J'ai dit des choses terribles et horribles sur un héros qui est mort en sauvant des enfants. » Elle sanglotait maintenant, écrasée par le poids de sa cruauté. « Je n'ai aucune excuse. Je n'ai pas de mots. Je suis une personne horrible. » D'autres élèves s'approchèrent, chacune portant son propre fardeau de honte. Brittany Ashworth, Madison Rothschild, Ashley Cooper, toutes ces filles privilégiées qui avaient ri avec cruauté faisaient maintenant face à la réalité de leurs actes. « Nous pensions que nous étions meilleurs que toi, » murmura Madison. « Mais tu es la fille de quelqu'un qui comptait vraiment. Nous ne sommes que des enfants gâtés qui n'avons jamais rien fait d'important dans notre vie. » Keisha serra fermement la médaille de son père, sentant son poids et sa signification. Ses élèves avaient appris aujourd'hui quelque chose que ni l'argent ni les privilèges ne pourraient jamais leur enseigner. La transformation était complète. Alors que le B2 Spirit s'apprêtait à quitter l'Académie Whitmore, l'impact de sa visite allait se répercuter dans l'école pendant des générations. Les élèves qui avaient vécu toute leur vie dans une bulle de privilèges comprenaient désormais que de véritables héros existaient dans le monde et que l'une de leurs filles avait été assise dans leur classe. Le directeur Morrison se tenait aux côtés du major général Hayes tandis que la garde d'honneur se préparait à monter à bord de l'avion. « Général, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Si nous avions su qui était Keisha, vous ne pouviez pas le savoir, » répondit fermement le général Hayes. « Mais c'est peut-être exactement la leçon que ces élèves devaient apprendre. On ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Parfois, ce sont les plus discrets qui portent les fardeaux les plus lourds. » À l'intérieur de l'école, l'histoire s'était déjà répandue bien au-delà de la Whitmore Academy. Les élèves partagèrent des vidéos de la cérémonie en ligne, mais pas pour se divertir ou pour devenir célèbres sur les réseaux sociaux. Ils rendaient hommage à la mémoire du lieutenant-colonel Marcus Williams et au courage de sa fille qui avait affronté leur cruauté avec dignité. Les équipes de télévision locales étaient arrivées, rapidement suivies par les médias nationaux. L'histoire de la fille d'un héros militaire honoré dans une école privée d'élite retenait l'attention de tout le pays. Mais pour Keisha, l'attention des médias n'était pas ce qui importait le plus. Ce qui comptait, c'était le changement fondamental qu'elle pouvait voir sur les visages autour d'elle. Chad Thornton avait déjà commencé à rechercher des associations caritatives militaires, souhaitant faire don de son fonds fiduciaire aux familles des soldats tombés au combat. Savannah Blake contactait des organisations d'anciens combattants, désespérée de trouver un moyen d'honorer la mémoire de l'homme qu'elle avait déshonoré sans le savoir. Les enseignants intégraient des leçons sur le sacrifice et le service militaire dans leur programme. L'administration de l'école prévoyait de créer un jardin commémoratif permanent en l'honneur du lieutenant-colonel Williams
et d'autres héros tombaient au combat. Mais le changement le plus important concernait la manière dont les élèves se traitèrent les uns les autres. La hiérarchie sociale cruelle qui avait défini la Whitmore Academy pendant plus d'un siècle commençait à s'effriter. Les élèves faisaient plus attention à leurs paroles et réfléchissaient davantage avant de juger les autres sur leur apparence. Keisha était assise dans le même laboratoire de chimie où elle s'était sentie si isolée ce matin-là. Mais maintenant, les autres élèves lui demandaient respectueusement de s'asseoir près d'elle. Ils voulaient entendre des histoires sur son père, comprendre ce que signifiait vraiment le service et le sacrifice. La combinaison de vol qui avait fait d'elle une cible était désormais un symbole d'honneur et de dignité. Le dernier chapitre vous attend. 1 an plus tard, Keisha Williams traversait les couloirs de la Whitmore Academy, vêtue de la combinaison de vol de son père, pour la première cérémonie annuelle en mémoire de Marcus Williams. L'uniforme qui avait autrefois fait d'elle la cible de cruelles moqueries était désormais au centre d'une journée consacrée à honorer les familles de militaires et à enseigner aux élèves ce qu'était le véritable héroïsme. La transformation de Whitmore était totale et durable. Les élèves qui s'adonnaient autrefois à des jeux sociaux cruels se traitaient désormais avec un respect et une considération sincère. L'école qui avait été fondée sur les privilèges et l'exclusion apprenait le vrai sens de l'honneur. Chad Thornton s'approcha d'elle avant la cérémonie commémorative. « Keisha, je voulais que tu saches que ma famille a créé le fonds de bourse Marcus Williams. Chaque année, nous envoyons 10 enfants de militaires à l'université, tous frais payés. Savannah Blake, qui était devenue l'une des meilleures amies de Keisha, se tenait à côté de lui. Et nous avons créé un réseau de soutien pour les élèves qui ont perdu un parent dans l'armée. Personne ne devrait jamais se sentir seul comme tu l'as été. » Keisha sourit en regardant le mémorial permanent dans le hall principal, la photo de son père, sa Distinguished Flying Cross et l'histoire de son sacrifice héroïque. Des milliers de visiteurs vinrent le voir chaque année pour découvrir l'histoire du pilote qui avait donné sa vie pour sauver 50 inconnus. « Il serait fier, dit-elle doucement. Pas seulement du mémorial, mais aussi de la façon dont vous avez tous changé. C'est ce que font les vrais héros. Ils inspirent les autres à devenir de meilleures personnes. » La cérémonie commémorative commença par une minute de silence en hommage au lieutenant-colonel Marcus Williams et à tous les héros tombés au combat. Les élèves qui n'avaient jamais envisagé de s'engager dans l'armée comprenèrent désormais son importance et sa noblesse. Mais le changement le plus important concernait Keisha elle-même. Elle ne se sentait plus comme une étrangère à la Whitmore Academy. Elle avait sa place ici, non pas parce qu'elle avait gagné leur acceptation à la suite d'une tragédie, mais parce qu'elle avait toujours mérité leur respect. Lorsqu'elle portait désormais l'uniforme de son père, c'était avec une fierté et une détermination sans faille. Elle portait son héritage non pas comme un fardeau de chagrin, mais comme un honneur qu'elle avait la force de porter avec dignité. La jeune fille qui s'asseyait autrefois seule à l'heure du déjeuner était désormais entourée d'amis qui comprenaient que la véritable valeur ne vient pas de l'argent ou du statut social, mais du caractère et du sens du devoir. Et chaque jour, elle se souvenait des derniers mots de son père dans sa dernière lettre. « Tiens-toi droite, princesse, rends-moi fière. » Elle l'a toujours fait. Fin.